Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Pour éclairer ce chemin de la transition, les experts de l'IDRI viennent derrière le micro et nous expliquent les enjeux de mobilité, de protection de la biodiversité ou de la haute mer, le prix du carbone et parfois ils déconstruisent des idées reçues qui sont autant de prétextes en fait pour ne rien changer. C'était le cas de Mathieu Sojo, déjà venu nous parler du concept de sobriété, une sorte de contre-pied à la surconsommation, un vaste ensemble de changements à opérer, individuels et collectifs, pour faire évoluer nos modes de vie et nous aider à tendre vers la neutralité carbone. On a choisi d'en reparler, d'aller un peu plus loin, car la sobriété est plus que jamais au centre des débats, à cause des tensions énergétiques et économiques accentuées par la guerre en Ukraine, à cause aussi, bien sûr, des élections de ce printemps en France, sur fond de rapport du GIEC, appuyé par une énième sécheresse. Indispensable débat, titrait un éditorial du journal Le Monde. Mais débattre de quoi exactement ? Comment ? Et une politique de sobriété, ce serait quoi ? C'est le retour de Mathieu Sojo, ingénieur, docteur en économie et chercheur à l'IDRI, où il coordonne l'initiative Mode de vie en transition. C'est parti. Bonjour Mathieu Sojo. Bonjour. Le débat politique entre dans un nouveau stade, et même au plus haut sommet de l'État, on parle désormais de sobriété. Mais alors, de quoi faut-il débattre ? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que l'idée au départ, ce que vous nous aviez expliqué la dernière fois, c'est d'interroger nos besoins au regard des limites de ce que la planète peut nous offrir. Oui, effectivement, cette logique de sobriété, c'est réinterroger cette diversité de besoins, de ressources, d'énergie, d'eau, qui est à la base de notre vie en société, mais dont on sait que ces ressources, elles sont limitées ou bien que leur consommation implique des impacts environnementaux. Donc réinterroger le besoin de manière complémentaire à l'efficacité, on en avait parlé la dernière fois, est bien au cœur des réponses, et donc il faut de plus en plus être capable de les mobiliser dans l'action. Alors déjà, on entend des conseils. Cet hiver, on nous disait baisser la température de 2 degrés chez vous, ou essayer de manger moins de viande, ou essayer d'acheter moins de vêtements. Tout ça, ça peut faire une vraie différence. Mais ce niveau d'action-là, individuel, selon vous, tout seul, ça ne peut pas fonctionner. En gros, on ne peut pas être sobre dans son coin. Pourquoi ? Oui, une façon de le dire, c'est que finalement, si on est dans des infrastructures et des systèmes techniques qui sont dispendieux, qui ne sont pas sobres, à notre échelle, on va avoir du mal. Prenons 2 exemples. Si je dois utiliser des outils numériques, mais que quand je vais sur un site, il y a une vidéo haute définition de publicité, ou bien que les procédures de stockage de mes outils numériques ne sont pas sobres, eh bien, je vais Vous n'y avoir pouvez rien. peu de marge de manœuvre. Si demain, je veux m'acheter une automobile, mais plutôt construite légère, sans électronique, parce que j'ai vu que l'électronique avait des impacts. Cette voiture n'est pas forcément produite, et donc je vais simplement pas pouvoir l'acheter. Donc il y a cette idée des marges de manœuvre au niveau individuel. Ça nous dit autre chose sur l'aspect collectif de la sobriété. Ça nous dit que chaque acteur, à son maillon de la chaîne, doit réinterroger son utilisation de ressources, que ce soit l'individu, que ce soit le constructeur automobile ou le sous-traitant, car chaque acteur du maillon, finalement, il va contraindre les choix de l'acteur qui va le suivre dans les maillons. Donc c'est pour ça qu'il faut le penser de manière collective. Il y a un autre angle qui est un peu différent, mais c'est que d'un point de vue politique, social, ça peut être assez démobilisateur finalement de se dire « moi j'agis au niveau individuel, mais rien ne change ». Parce qu'effectivement, si je fais ces choses, ça ne va pas permettre de répondre à la crise, je ne veux pas avoir d'effet. Et c'est d'ailleurs la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier qui le dit également, ça peut être finalement démobilisateur par rapport à tout ce qu'on doit changer si on le présente uniquement à une échelle individuelle. Et donc, il est important de rappeler que, évidemment, ce qu'on fait est influencé, peut être influencé de manière différente, mais ils sont aussi structurés. Et cette structure, ces infrastructures, ces systèmes techniques, c'est aussi ça qu'il faut faire changer. Alors, c'est difficile d'être sobre tout seul. C'est aussi parfois difficile d'être sobre dans une société d'abondance. Oui, c'est aussi simplement se rappeler que on est des animaux sociaux, ce dont on a envie, nos besoins, nos représentations de ce qui est souhaitable, ce qui est désirable, ça fait partie d'une trame, alors qui nous lie les uns aux autres. C'est ça qui fait la beauté d'être en société, mais c'est aussi une forme de contrainte. Si demain je veux m'imaginer dans une totale sobriété, dire non à cette abondance dans laquelle on m'a bercé mon enfance ou mon imaginaire, ça va être très difficile. Et donc simplement de se dire, cette abondance, elle n'est pas là par hasard, c'est une des promesses de nos sociétés modernes, plus de biens, plus de services. Ça a été récemment
nourrie par la mondialisation dans les 20-30 dernières années, avec beaucoup de biens peu onéreux. Et donc, cette logique de modération, elle va pas de soi. On peut pas la décréter comme ça du jour au Il faut lendemain. l'organiser. Il faut Ouais. l'organiser, il faut en débattre, de se dire, mais finalement, c'est quoi notre idéal de société? Qu'est-ce qui apporte du bien-être, etc. En même temps, on peut aussi se rappeler que la frugalité, la sobriété, ça a toujours existé. L'anti-gaspillage, le Ouais. réusage, voilà, on a tous des expériences avec nos grands-mères, Ouais. et aussi ce patrimoine-là. Dans certaines croyances religieuses, il y a aussi cette idée de frugalité, donc ça n'a pas été complètement absent. Mais néanmoins, dans notre logiciel actuel, l'abondance est centrale. D'autant que consommer plus, c'est souvent un signe extérieur de réussite, de progression sur l'échelle sociale. Ça aussi, il faut l'interroger, en débattre. Bah oui, il y a 2 choses. D'une part, il y a cette idée de succès qui passe en partie par ce bien-être matériel. Et puis, il y a aussi l'idée, ce que disent aussi les historiens, les sociologues, que la norme de consommation de la classe moyenne, cette image un peu moyenne d'un mode de vie, bah, c'est ce qui attire tout le monde. Et donc, notamment, tous les ménages qui sont les plus contraints, les plus Mmh. modestes, ils essayent d'acquérir ce mode de vie de consommation moyenne. Donc, parler de sobriété dans ce contexte d'inégalité, évidemment qu'il faut prendre des pincettes. Ouais. Tout le monde n'est pas égal face à la consommation et donc faut parler de sobriété de manière un peu différenciée. Les ménages qui sont aujourd'hui qui ont le plus de moyens économiques, Mmh. qui ont une empreinte écologique la plus importante, évidemment que ça doit être aujourd'hui la cible privilégiée de ce discours sur la sobriété, même s'il ne faut pas sectoriser comme Mmh. ça la société. Est-ce que le premier objectif, ce serait qu'il y ait un vrai discours politique? Reconnaître peut-être d'abord qu'il y a une responsabilité collective à agir? Bah oui, je pense que là, il y a la parole de l'État, elle doit être aussi importante. Alors c'est pas simple, hein. Aujourd'hui, les niveaux de confiance, ils sont pas très élevés et donc l'État doit montrer comment il peut être exemplaire, comment il peut engager des choses, concrètement. Je pense que c'est aussi nécessaire d'aller au-delà de certaines idées reçues. On parle souvent de tout changement de mode de vie dans la logique de la sobriété serait, liberticide. Je pense que c'est important aussi de réexpliquer que finalement l'État, par toutes ses actions sur notre santé, en aménageant le territoire, je veux dire, quand l'État a fait construire des TGV, il a changé le mode de vie de milliers et de milliers de Français pour leur mobilité hebdomadaire ou de vacances, etc. Bref, ça fait partie de ce qu'on fait. Il y a une forme de légitimité à condition que ça soit discuté, à condition aussi que ça serve le bien commun. L'autre élément qui est hyper important là-dessus, dans la parole de l'État, c'est que, bon, notre devise, il y a liberté, effectivement, hein. Il y a de multiples libertés. Il y a la liberté de la presse, la liberté d'expression. Bon, récemment, il y a eu une commission d'enquête au Sénat sur la concentration des médias, en se disant, est-ce que ça, c'est pas un problème? Le futur changement climatique, ça va impacter aussi nos libertés. Donc, tout simplement, je pense que là, ça serait nécessaire aussi un discours au plus haut niveau qui remet en clair ces questions-là et qui surtout essaye d'éviter les fausses oppositions entre un camp du progrès et un camp anti-progrès, parce que cette opposition, elle nous fait certainement pas avancer. Et Mmh. donc voilà, il y a ces grands concepts, c'est aussi une matière pour un discours politique au sens noble du terme, qui serait sûrement intéressant. Et dans ce débat politique que vous appelez de vos voeux, il faudrait notamment déconstruire, un certain nombre d'idées reçues. On va pas toutes les citer, mais vous disiez tout à l'heure, l'État, doit respecter notre liberté, n'a pas à intervenir. On entend aussi, la société n'est pas prête à accepter des changements de mode de vie. On entend, toute une série d'idées reçues qu'il faudrait arriver à déconstruire, dans le débat politique et dans le débat citoyen. Ouais, je pense que d'ailleurs le débat citoyen, il peut être très utile là-dessus, finalement, à un niveau peut-être plus concret. Je pense que quand on voit le résultat du travail de la Convention citoyenne, voilà, il y a peut-être des choses où des hommes politiques et des femmes politiques auraient dit non, non, jamais des citoyens seraient arrivés à cette proposition, c'est pas acceptable, etc. Et pourtant, en faisant travailler, délibérer ces 150 citoyens, on a eu des propositions, parfois importantes, parfois radicales. Donc, la participation citoyenne peut aussi aller au-delà de ces Est-ce que idées c'est pas reçues. justement une condition du succès, la participation des citoyens à ce débat-là? Ben ouais, encore une fois, on a eu une super expérience en France, dont on n'a probablement pas utilisé toute la matière qui en est sortie, mais néanmoins, ça a été quelque chose Mmh. d'intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit valoriser des déclinaisons locales, régionales de travaux Ou citoyens? Est-ce qu'on doit par avoir des secteur? par secteur? Voilà, il y a aujourd'hui d'ailleurs plein d'acteurs qui y réfléchissent, qui font des propositions. En tout cas, oui, on ne peut pas mener cette transition sans la Mmh. mettre en discussion à différents niveaux. Au-delà du débat politique, indispensable pour accompagner les changements, il faut faire évoluer aussi nos systèmes de production, l'offre technologique, l'offre technique?
Ben oui, alors c'est vrai qu'on a tendance parfois à opposer, ou à séparer ces 2 choses. Alors, en fait, historiquement, on voit bien que quand il y a un système technique qui se développe, il va faire changer des pratiques. Bon, le système automobile, évidemment, un très bon exemple. On voit bien comment un ensemble de systèmes techniques, d'infrastructures a changé notre façon d'appréhender le temps, l'espace, et cetera. Et donc, dans les solutions qui sont nécessaires, dans le champ de l'agriculture et de l'alimentation, dans le champ de la mobilité, il y a souvent un peu les 2. Mmh. Et donc là, il y a besoin de travailler à lever des sortes de nœuds, ce qui ramène d'ailleurs en partie à des questions de planification. Comment on fait évoluer en même temps une offre? Par exemple, si on veut aller vers des véhicules électriques plus sobres, plus légers, etc. Dans un moment où on doit peut-être mettre en place des zones faibles émissions, donc aider aussi une partie de la population à acquérir ces véhicules, puis à aller aussi vers d'autres modes de transport. Comment on tient l'ensemble de ces bouts? Et donc là, on voit bien qu'il faut bien penser les changements, en l'occurrence de pratiques de mobilité, de mode de vie, et des changements d'offres techniques. C'est aussi le travail de l'État. Et c'est vrai dans tous les secteurs également, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie. Est-ce que c'est là qu'entre en jeu la fameuse planification pour coordonner, ces changements à opérer? Ben, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de planification. Effectivement, elle prend tout son sens. En fait, fondamentalement, c'est un outil de coordination, d'action à mener. Le marché en est un, la planification en est un autre. D'ailleurs, on vit dans des sociétés où généralement il y a les deux. Si on prend l'exemple de la ville, historiquement, il y a toujours eu un mélange des deux. On ne va pas mettre l'industrie et les logements collés côte à côte. On va anticiper le fait qu'on a besoin d'une ligne de transport si on construit des emplois. Donc ça, c'est la planification. Puis en même temps, on a un marché immobilier foncier. Donc on vit dans des sociétés où il y a les deux. Aujourd'hui, sans aucun doute, on a sûrement besoin d'un peu plus de planification aussi au niveau national Mmh. pour anticiper et lever des nœuds. Je citais tout à l'heure l'exemple, une zone faible à émission, les questions de justice sociale, les questions de transition. Là, il y a un ensemble d'éléments à assembler et l'État, les collectivités locales sont pertinentes pour le faire. Vous parlez de dénouer des nœuds. Est-ce que tout ce débat va forcément rebattre les cartes de la manière dont nous vivons ensemble, ce qu'on appelle le contrat social? Bah, c'est vrai que si on prend les éléments qu'on a abordés jusque-là, il y a la question de l'abondance, ben, de nos représentations de ce qu'est le succès. Il y a l'organisation de services, de mobilité, d'alimentation. Évidemment que derrière ça, il y a aussi des questions d'emploi. Et puis, on a abordé les questions plus démocratiques, de participation citoyenne. Donc, on voit bien qu'à travers tout ça, il y a un ensemble de termes qui vont peut-être changer. Et puis par ailleurs, le contrat social dans lequel on vit, disons depuis l'après-guerre, il est basé sur l'abondance matérielle, et donc il n'est pas vraiment pérenne dans les limites de la planète. Et puis il est aussi tiraillé par des crises sociales et politiques, des questions d'inégalité, des questions de défiance. Mmh. Et donc voilà, on a cette idée qu'on a une façon de vivre ensemble aujourd'hui, une promesse de société, un pacte qui est peut-être un peu caduque, on l'a vu aussi avec la crise des Gilets jaunes, et puis un ensemble d'éléments pour penser le futur dans la transition. Donc est-ce qu'on serait en capacité d'organiser alors cette discussion qui est très fondamentale, je veux dire c'est quelque chose qui va changer dans le temps long, mais sûrement quelque chose à initier dans le temps court. Ouais, cette histoire de contrat social, ça semble loin du climat, mais en fait, pas du tout. Ça donne une idée de l'ampleur des conséquences en chaîne des dérèglements climatiques. Et finalement, les enjeux écologiques vont peut-être nous obliger à affronter la crise démocratique et la fracture sociale que vous venez d'évoquer. Mais c'est ça, c'est prendre conscience finalement qu'il y a un certain nombre d'interconnexions entre ces éléments-là. Si on prend encore une fois hein, l'exemple de la Convention citoyenne, il y avait eu une proposition donc, qui n'a pas été retenue à l'issue du vote final, mais de réduction du nombre d'heures travaillées, qui avait été présentée de diverses manières par la diversité de citoyens, dans une logique de sobriété, dans une logique de justice sociale, dans une logique aussi de citoyenneté, d'avoir du temps pour sa citoyenneté. Alors le travail, il n'avait pas forcément pu être mené à bien, parce que Mm. finalement, les ramifications de cette question étaient très larges, plus larges que la feuille de route qui était donnée par le Premier ministre et qui était centrée sur le climat. Mais on voit bien que ça renvoie à ces questions. Si on suit le fil de tout ce qu'il faut faire pour rester dans les limites de la planète, on va interroger ces questions de consommation, on va interroger ces questions d'emploi, on va interroger ces questions de temps. Et donc, ça amène à ce débat qui est effectivement plus large, qui peut faire un peu peur, parce qu'on se dit, oula, ça fait beaucoup de choses. Et en même temps, il y a des choses qui sont concrètes sur la table aussi. Il y a la société civile qui fait des propositions de sécurité sociale alimentaire en disant ça doit être un service public aussi. Il y a des expérimentations comme les territoires zéro chômeur de longue durée ou des propositions de réduction de temps de travail qui vont être expérimentées en Espagne. Il y a d'autres réflexions qui essayent aussi de faire les liens entre sobriété, relocalisation, déficit commercial. Donc, bref, il y a des choses aussi concrètes sur lesquelles on peut s'appuyer et on peut faire en sorte, essayer que ça soit, comme vous le dites,
une réponse à la crise démocratique et auquel cas la transition sera vraiment, pour le coup, vecteur de progrès dans différentes dimensions. Vaste programme, en tout cas, autour de cette notion de sobriété. Merci beaucoup, Mathieu Sojo, chercheur à l'IDRI. Je le rappelle, vous coordonnez l'initiative Mode de vie en transition et ce n'est sans doute pas la dernière fois que vous venez à ce micro. Merci. Merci. C'est la fin de ce podcast que vous pouvez réécouter ainsi que tous les épisodes précédents sur les plateformes de podcast et sur le site de l'Institut. Comme toujours, vos remarques et suggestions sont les bienvenues sur les comptes LinkedIn et Twitter de l'IDRI, I2DRI. À bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.